l'aube après l'imposition des tarifs douaniers ne ressemblait en rien au matin. Bref historique, en janvier 2025, Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche et, en avril, il avait signé son décret fatidique, imposant des droits de douane au monde entier. À partir de là, tout s'est dégradé. Les Alliés ont perdu confiance dans les États-Unis, les chaînes d'approvisionnement se sont rompues, et le Canada et le Mexique ont fermé leurs frontières dans un élan de solidarité sans précédent avec Pékin, désormais devenu le bastion du libre-échange. Après que Washington a interrompu son aide à l'Ukraine, la Russie a percé le front et, en quelques mois, a déployé ses chars à travers toute l'Europe, plaçant le continent sous son contrôle total. Le nouvel axe d'influence mondiale Chine, Russie, Iran et Corée du Nord a déployé des groupes de porte-avions dans tous les couloirs maritimes, bloquant les voies vitales de l'Amérique. L'hyperinflation a anéanti les salaires, les rayons des supermarchés se sont transformés en squelettes nus et la lueur orangée des raffineries de pétrole en feu a teinté la nuit américaine. Nathan Bishop se souvenait mieux des chiffres que des anniversaires. Autrefois prodige quantitatif pour une branche spécialisée de la division investissement de PayPal, il avait modélisé la volatilité pour le plaisir et prédit les récessions comme d'autres prédisaient les pluies d'été. Puis la tempête qu'aucun modèle n'avait osé imprimer a englouti sa carrière. Ses économies se sont pulvérisées pendant les 3 jours de ruée vers les banques numériques, sa Tesla Model 3 était restée silencieuse sur un parking, les batteries déchargées, incapable de trouver une seule pile au lithium sur un marché qui les valorisait désormais comme des diamants. La nuit où tout s'est irrémédiablement effondré, Manhattan ressemblait à un verre à vin colossal dont le son strident frappait le cristal. Les boutiques de luxe, qui autrefois acheminaient de l'air en bouteilles dans des halls silencieux, étaient devenues des bazars de troc. Un simple foulard Hermès pouvait valoir 2 gallons de carburant synthétique, un sac Louis Vuitton légèrement éraflé pouvait suffire à un mois d'antibiotiques. Les rues résonnaient du grondement sourd des Mercedes diesel de récupération et des coupés BMW à vous faire trembler les reins, réaménagés pour brûler de l'huile de cuisson. Les néons clignotaient, mais plus de publicité, chacun n'était qu'une torche tamisée de plus dans le blackout. L'appartement de Nathan à Hell's Kitchen surplombait la 9e avenue, autrefois un fleuve de taxis jaunes. Aujourd'hui, l'avenue scintillait de torchers à pétrole et des éclairs occasionnels d'une flambée des prix. Ce soir-là, assis à un bureau en verre ébréché, il sirotait une once rationnée de Hennessy, cadeau d'anniversaire d'un client qu'il avait payé en bouteilles gravées au lieu des options d'achat d'actions qui s'effondraient et se demandait s'il allait brûler les meubles restants pour se chauffer. Les flux de données avaient disparu, mais un réseau fantôme de radios amateurs et de satellites fissurés pulsait encore sous le bruit parasite. Il surveillait la dérive des paquets comme des pêcheurs observent les remous d'une rivière, guettant l'étincelle d'un miracle. Il arriva à minuit comme un battement de cœur mathématiquement impossible, un fragment de code baptisé index. 2 kilooctets de rust dense, signé avec un hachage résistant aux attaques quantiques et horodaté à Shenzhen 48 heures plus tôt. Mais sa structure semblait d'une élégance impossible comme lire les premiers vers d'un poème extraterrestre qui rimait pourtant avec tout ce qu'il avait toujours cru sur les marchés. Là où les registres cryptographiques conventionnels enregistraient la valeur dans des chaînes de blocs, Index décrivait un réseau de paquets de confiance fluide, constamment renégocié par les participants. Il se comportait presque comme un système immunitaire, cherchant l'équilibre par des microtransactions incessantes. Dans un monde où les dollars pouvaient perdre la moitié de leur valeur entre le lever et le coucher du soleil, ce code murmurait une loi différente, la valeur et vélocité. Il se pencha en arrière, le verre illuminant la lumière ambrée, son esprit cherchant des permutations. En théorie, l'index pouvait tisser une économie clandestine suffisamment forte pour surpasser les indicateurs d'inflation du Bureau de défense économique. En pratique, il peindrait une cible sur le dos de quiconque le toucherait. Le nouveau-né bureau anti-subversion du Trésor gelait les comptes, confisquait les portefeuilles électroniques et diffusait des procès de minuit sur Patriot Vision. Nathan avait déjà vu 2 anciens collègues défiler sur des sols brillants avec des colliers de serrage, accusés de terrorisme monétaire, pour avoir échangé des crus gérants en or sous un pont du New Jersey. Pourtant, le code chantait le chant des sirènes du possible pas seulement de la survie, mais de la rédemption. S'il parvenait à établir une preuve de concept et à la distribuer avant que le bureau ne flaire le relais, Index pourrait déclencher un canot de sauvetage décentralisé capable d'accueillir des millions de personnes. Il n'aurait besoin ni d'usine ni de cargo, seulement de mathématiques et de courage. Quelque part au-delà des frontières bloquées, des familles survivaient grâce au soja de contrebande et aux œufs en poudre. De vieux amis, derrière des comptoirs de négociation fermés, lui demandaient chaque jour des miracles qu'il ne pouvait pas offrir. Peut-être que ce réseau extraterrestre était le miracle. Un coup frappa à la porte de l'appartement, interrompant sa transe. 3 coups secs, mesurés, puis le silence.
Nathan éteignit la lampe et se leva. Seules 2 personnes connaissaient son immeuble, et l'une d'elles avait été arrêtée à midi. Il ouvrit un tiroir, ses doigts effleurant un couteau de chef aux manches en céramique, une arme absurde face au pistolet moderne, mais pourtant réconfortante. Il s'approcha du Judas. « Monsieur l'évêque ?» La voix féminine, basse et calme, portait le léger rauque d'une fatigue partagée. « Je viens de Richmond House. Nous avons un ami commun à Greylock. » Greylock au nom de code d'Harmony Collins, autrefois la plus brillante architecte de chiffrement de PayPal, aujourd'hui soupçonnée de diriger un hub maillé clandestin sous les ruines de Grand Central. Si Greylock avait envoyé quelqu'un, c'est qu'il connaissait déjà Index. La rapidité comptait donc plus que la peur. Nathan a déverrouillé la porte. Le couloir sentait le désinfectant rance et la fumée de bougies. La visiteuse portait une veste en toile cirée tachetée de cendres et un sac besace cousu dans le cuir d'un siège Tesla. Ses cheveux étaient tressés serrés contre son crâne, une légère cicatrice courait du lobe de l'oreille à la clavicule. Elle leva une main gantée en guise de salut. « Je m'appelle Zoé Tremblay », dit-elle. Ancienne employée de BlackRock, ancienne employée de la Banque du Canada, actuellement analyste des réfugiés pour quiconque paie encore en calories. Votre relais nous a envoyé un signal impossible. Il faut qu'on se parle avant que le bureau ne triangule votre signal. Le monde bascula. Nathan cligna des yeux, puis s'écarta. « À l'intérieur, dit-il. » Zoé entra, examinant le studio exigu. Son regard s'attarda sur la fenêtre sombre, l'écran lumineux, le Hennessy à moitié vide. « Courage, murmura-t-elle. Le prix a augmenté. »« Je le garde pour me souvenir de l'ancienne volatilité, » répondit Nathan en scellant la porte. « Tu as parlé de triangulation. À quel point? C'est déjà assez pénible. » Elle posa un vieux téléphone satellite sur la table. Le bureau a éclairé la baie supérieure il y a 2 heures. Il surveille en fantôme chaque nœud à l'ouest de Broadway. Soit vous lancez votre charge utile maintenant, soit il vous expulse par la fenêtre. Nathan expira entre ses dents. Alors on pousse. Zoé sortit une clé USB élégante, plus petite qu'un briquet. Un cristal de semence, expliqua-t-elle. Écart d'air, écriture unique. Harmony a dit que tu en aurais besoin. Il prit le lecteur avec précaution, comme s'il s'agissait d'un embryon. Je vais reproduire le réseau, dit-il en s'asseyant au terminal. Mais une fois qu'il se propagera, nous aurons besoin de nœuds de distribution hors du mur de siège. Le Canada est sous haute surveillance. La frontière est fermée au gouvernement, corrigea-t-elle. Pas à la curiosité. Elle sortit de son sac un plan des tunnels désaffectés de la rivière North, sous le Hudson, marqué d'icônes de contrebandiers. Acier et boue. On passe sous le blocus, on se connecte au Darknet de Montréal et on laisse Index se reproduire dans chaque portefeuille froid, d'ici à Vancouver. Un fracas assourdissant résonna dans la rue. Les vitres tremblaient. Les sirènes hurlaient, s'étranglant à mi-voix tandis que les réseaux électriques explosaient comme des fusibles. Les lumières de l'appartement s'éteignirent, puis s'éteignirent. L'écran de Nathan s'éteignit, il entendait la ville respirer dans l'obscurité un océan de poumons effrayés. Un drone IEM, dit Zoé. Ils aveuglent le district. Mais l'ordinateur portable de Nathan se réveilla, alimenté par une batterie solaire qu'il avait soudée à partir de vélos électriques mis au rebut. Des lignes de code vert défilaient sur l'écran, Index se compilait sous ses doigts. Le treillis est aveuglant, murmura-t-il, impressionné. Il guide la lumière. Des projecteurs transperçaient le verre fumé, leurs lances blanches les clouant au mur. Dehors, des camions blindés claquaient. Nathan reconnut le bourdonnement des Mercedes G-Wagons modernisés ou le convoi emblématique du bureau. Il tapa, les touches cliquetant comme des coups de mitrailleuse, jusqu'à ce que le terminal aboya, s'il complète. Il enfonça le disque dur dans son port, inscrivit le texte, l'éjecta et le glissa dans la paume de Zoé. « Vas-y, dit-il. » Elle ne protesta pas. Elle vérifia un scanner compact, hocha la tête, puis se dirigea vers l'escalier de secours. Nathan la suivit, attrapant la bouteille de Hennessy par réflexe. Rotorwash déchira l'air nocturne tandis que des drones balayaient les toits. Ils dévalèrent l'échelle tandis que les balles claquaient sur les barreaux de fer. Sur le trottoir, un coupé BMW cabossé fit un tête-à-queue, un adolescent se pencha sur le siège pour leur faire signe d'entrée, le mot étant tagué sur la portière. Nathan plongea sur les tissus froissés, Zoé claqua la portière et la BMW dévala la ruelle à toute vitesse.
Derrière eux, la Mercedes du bureau dépassa le virage et fonça dans des bennes à ordures rouillées. Les sirènes se firent plus rares. Devant eux, le tunnel Lincoln se profilait où son entrée était scellée par des barrières de béton hâtivement marquées, fermées. Nathan prit une gorgée de Hennessy, puis la passa à Zoé. Pour la volatilité, dit-il. Elle but, s'essuya la bouche et sourit. Pour la liquidité. La BMW franchit le terre-plein central et disparut dans le gouffre obscur du tunnel. À cet instant, Nathan vit, sous forme de chiffres plutôt que d'images, un avenir où les mères n'échangeraient plus de foulard Hermès contre du pain, où les usines ronronneraient dans des états oubliés, où un réseau de confiance réécrirait le désespoir. Peut-être impossible, mais les chiffres, murmurés correctement, pouvaient déplacer des montagnes. Il ouvrit les yeux tandis que les feux arrière glissaient sous la rivière et que la ville derrière eux brûlait des néons sur les fumées. Les pneus de la BMW hurlèrent tandis qu'elle franchissait le dernier obstacle de sécurité et s'enfonçait dans l'obscurité. L'air chargé de poussière s'engouffrait par les vitres, des câbles de cuivre dénudés pendaient du plafond du tunnel comme des lianes. Les barres LED improvisées du coupé s'allumèrent, dessinant de pâles tunnels de lumière devant elle. Nathan força sa respiration à s'adapter au vrombissement du moteur tandis que Zoé tapait des commandes rapides sur son téléphone satellite, activant une constellation de répéteurs Maillet qui, selon elle, se trouvait encore quelque part sous les toits du Saint-Laurent. Leur chauffeur ne se présenta qu'une fois que le bruit de la circulation couvrit les sirènes, Diego Martinez, coursier des Relsains. Il paraissait trop jeune pour se raser, et pourtant ses mains ne vacillèrent jamais sur le volant. Une fiche tachée de graisse, collée au tableau de bord, indiquait « Si vous pouvez lire ceci, nous sommes toujours vivants ». Le tunnel semblait interminable, un ésophage strié conçu pour les fantômes. Des sections de voies avaient été arrachées pour la ferraille du marché noir, ailleurs, des rails déchiquetés saillaient encore, prêts à éventrer un pneu négligé. Diego contournait chaque obstacle avec une marge de manœuvre infime, la BMW dérapant sur le ballast, les disques de frein hurlant. À 2 reprises, ils passèrent devant des graffitis luisants de peinture fluo fraîche aux spirales et pointes de flèches, preuve que d'autres contrebandiers avaient enfilé cette aiguille quelques heures auparavant. Zoé garda la voix basse. Les Relsains entretiennent une chaîne de cache tous les 10 km. Nourriture, piles, trousses de premiers secours. Si jamais le bureau en incendie une, les équipes suivantes doubleront le stock. Une mutuelle, murmura Nathan. Index sur rail. Elle esquissa un sourire. Exactement. Le réseau que vous avez compilé? Relsain l'intégrera dans chaque tablette de cache avant l'aube. Une secousse secoua le châssis, du béton se détachait du ciel. Loin derrière eux, un grondement retentit, des charges hydrauliques scellaient l'entrée qu'ils venaient d'emprunter. Les jointures de Diego blanchirent. Ils nous font écrouler la gueule. Ça veut dire qu'ils savent que tu en vaux la peine. Ça vaut la peine, corrigea Zoé. Le tunnel débouchait sur l'immensité oubliée des bas-fonds de Penn Station, des hectares de ballast fissurés, éclairés par une unique balise de détresse qui projetait sur le monde une lueur rouge sous-marine. Là, nichés sous des quais à moitié effondrés, trônait un engin disgracieux, 3 chariots de maintenance rouillés, soudés pour former un spédé ferroviaire improvisé, alimenté par des briques de batterie Tesla récupérées et pilotées par un manche taillé dans un vieux Cessna. Une lueur changeante pulsait sous son capot, le battement de cœur bleu-blanc des cellules au lithium qui avaient autrefois rêvé d'autoroute à pilotage automatique. Diego s'arrêta à côté. Un homme d'un certain âge, vêtu d'une veste délavée des pompiers de New York, s'avança en boitant, son fusil à la main. De l'autre main, il tenait un lecteur de code-barre. « Identifiez-moi. » Zoé ouvrit sa portière et leva les paumes. Cargaison, Bishop et Sid. Dédouanement Greylock 3. Le scanner émit un bip en passant sur la pochette du lecteur. Le pompier hocha la tête, puis aboya à Diego, BMW se fait démonter. Module de batterie d'abord. Transforme-la en fantôme. Diego salua. Elle l'est déjà. Il descendit et commença à débrancher les câbles. Nathan hésita à côté du spédé. Vitesse maximale? 50 sur rail droit, dit le pompier. De quoi distancer les drones dans ces tubes. Au fait, je m'appelle Keating. Chef de gare de Relsain, section Delta. Ils embarquèrent à bord du vaisseau bruyant. Zoé prit place à la barre, Keating aux commandes. Nathan était accroupi au milieu de caisses étiquetées lactate Ringer et diesel synthétique. À côté de lui se trouvait une caisse de fiole de la taille d'un flacon de parfum, des cryptograines indélébiles suspendues dans de la résine ambrée, chacune estampillée du Sautel un sacrement secret.
Keating accéléra le moteur, le bolide bondit en avant, projetant une pluie d'étincelles. Derrière eux, des chalumeaux automatiques vrombissaient tandis que Diego éventrait la BMW. Dans la pénombre du tunnel, les calandres du coupé évoquaient le sourire d'une bête à moitié éventrée. Ils s'enfoncèrent vers le nord, sous les palissades. Le temps se dissolvait en une succession d'embardées et de changements de cap. Nathan ressentit chaque secousse comme une ponctuation dans l'histoire qu'il avait commencé à écrire avec la vie des autres. Il aurait voulu savoir comment Zoé l'avait retrouvé si vite, comment Harmony s'était cachée sous Grand Central, pourquoi des coursiers adolescents et des pompiers boiteux avaient choisi de tout miser sur un réseau de codes qu'il avait entrevu pendant moins d'une heure. Mais le bruit des roues d'acier sur des rails déformés noyait son introspection. Ils atteignirent l'ancien embranchement Amtrak près de Sekoku lorsque le premier drone les repéra. Un œil phosphorescent brilla dans un conduit de ventilation suspendu. Quelques instants plus tard, une rafale de balles traçantes martela la paroi du tunnel, ricochant sur le ballast en céramique. Keating enfonça brusquement la manette des gaz. Les moteurs électriques hurlèrent, le SPD fit un bond. Raptors, cria Zoé. Modèle d'exportation chinois aux chercheurs thermiques. Bougez. Nathan agrippa le rail latéral du wagonnet tandis que la force centrifuge tentait de le projeter sur la voie. Devant lui se profilait un aiguillage, une branche continuait vers Newark, l'autre s'inclinait sous les chantiers industriels vers l'ancien tronçon de Lackawanna. Zoé tira d'un coup sec sur un levier en fer appuyé contre la cloison et l'aiguillage se renversa juste à temps. Le SPD vira sur l'embranchement latéral, derrière eux, des balles traçantes lancèrent des étincelles sur la ligne principale. Le drone tenta de le suivre, mais heurta une poutre et explosa dans une pluie d'éclats. Nathan se baissa instinctivement. Un fragment traversa une caisse de fluides médicaux, projetant du sérum physiologique froid sur sa veste. Keating jura. C'était l'éclaireur bon marché. Les plus chers ne rateront pas leur cible. Zoé se tourna vers Nathan. Même dans la pénombre, ses yeux brûlaient d'une détermination sans faille. Tu crois toujours en ton treillis. Il déglutit. Je crois que les vieux calculs sont morts le jour où les droits de douane ont été imposés. Il nous faut de nouveaux calculs. Alors préparez-vous à vendre cet évangile, dit-elle d'une voix presque tendre. Montréal n'est pas la ligne d'arrivée. C'est l'imprimerie. Ils traversèrent les frontières des États sans être vus. Quelque part au-dessus, les ruines du New Jersey se fondaient dans les forêts abandonnées de l'État de New York, puis, après un tunnel creusé comme un puits de mine à travers la crête de Ramapo, ils débouchèrent dans le sous-sol des Adirondacks, là où les rails n'avaient plus circulé depuis la pandémie. Ici, l'air avait un goût plus froid, plus pur, mais étrangement métallique, des infiltrations séculaires de ferrobactéries coloraient les murs en rouge orangé. À une voie de garage signalée seulement par une lampe à pétrole, les relsains des secteurs nord attendaient avec du bouillon chaud et des outils électriques. Nathan s'étirait les jambes pendant que Zoé briefait une femme à la barbe rousse coiffée d'un chapeau de bombardier en fourrure. Lorsqu'il les rejoignit, la discussion avait basculé de la logistique de l'itinéraire à des enjeux philosophiques. Barbe rouge au Magda Wasilewski, issu d'un long voyage polono-canadien, tapota le sachet de graines. Mes cousins d'Holstein faisaient passer clandestinement des tracts dissidents pendant 81. Le papier les a sauvés, car les radios étaient brouillées. Tu crois que ces puces de résine peuvent faire la même chose? Ils peuvent faire plus, a déclaré Zoé. Ils peuvent ressusciter l'échange lui-même. Du pain pour du pain, pas du pain pour du papier gonflé à 600%. Magda renifla. Je le croirai quand je goûterai à nouveau du café non subventionné. Attendez, intervint Nathan, se souvenant soudain du dernier graphique des matières premières qu'il avait vu avant la panne d'électricité. Les contrats à terme sur le café se sont effondrés lorsque le Brésil a décrété un embargo sur les exportations de café torréfié. Si l'indice calcule l'arbitrage régional en temps réel, nous mobilisons les coopératives qui stockent encore des grains verts. Le troc périt à cause de l'asymétrie de l'information, et non de la distance. Magda haussa un sourcil. C'est vous l'architecte? Sage-femme, corrigea Théil. L'architecte est anonyme et se trouve peut-être dans une prison quelque part au-delà du pare-feu. Elle l'observa, puis lui tendit une flasque. Zubroka. Ça chauffe plus vite que le Hennessy. Il prit une petite gorgée, sentant le craquement de l'herbe à bison percer le froid du tunnel. Quelque part au loin, une autre explosion retentit, un fracas étouffé englouti par des kilomètres de granit. Les équipes de démolition du bureau scellaient des alternatives. Le sablier s'inversa. Relsin équipa le SPD de briques de batterie neuves et souda des plaques de blindage de fortune sur le pont de chargement. À l'aube,
une lumière rose s'infiltra par les grilles de ventilation, illuminant des particules de poussière de fer flottant comme une neige extraterrestre. Nathan réalisa qu'il n'avait pas vu le lever du soleil depuis des jours. Keating, qui avait dormi 10 minutes contre une cloison, s'approcha en boitant. « Le prochain tronçon est mortel », dit-il d'une voix rauque. Le passage d'Ac. Pas de tunnels latéraux, pas de voie de garage sûre, on roule tout droit. Si les Raptors reviennent, on ne peut qu'accélérer et prier. Zoé a installé un nouveau système de brouillage de drone sur le toit, une horrible carte mère hérissée d'antennes Tesla récupérée. On va griller le guidage à 50 mètres. Ensuite, ce sera les armes légères en ligne de mire. Des armes légères, répéta Nathan. Magda laissa tomber à ses pieds une mallette Pélican usée par les intempéries. À l'intérieur se trouvaient 2 fusils bullpup et une pile de chargeurs de 30 coups. Bienvenue à la logistique, dit-elle. Nathan avait tiré exactement 3 balles dans sa vie, toutes sur un champ de tir d'entreprise. Il referma la mallette, mais laissa la paume de la main sur le couvercle, comme quelqu'un acceptant un animal qu'il ne savait pas nourrir. Ils ont lancé. Le passage d'Ac était fidèle à sa légende, une plaie géologique creusée à pic sous une campagne sous haute surveillance. Le SPD dépassait les 60 km, les batteries perdant leur ampérage, des étincelles jaillissaient des roues en fer. Quelques minutes plus tard, des sirènes d'alerte hurlaient derrière eux, résonnant dans le goulot cylindrique. Des rapaces, guidés par des signatures thermiques, fondaient par les trappes d'aération, leur rotor hurlant. Le réseau de brouillage pulsa. La caméra du premier drone jaillit dans une pluie de circuits, percutant un mur et explosant. Le second s'adapta, passant en poursuite optique passive. Il plongea bas, crachant des fléchettes en tungstène qui percèrent des trous dans les plaques d'acier. Nathan se retrouva accroupi à côté de Magda, son fusil calé sur une caisse. Elle aboya des instructions, avance d'1 mètre, serre, ne frappe pas. Il inspira, expira et serra. Le fusil broncha, une balle traçante perça le rotor droit du drone. Le tir de Magda suivit un battement de cœur plus tard, détruisant la batterie. Des flammes jaillirent. Des éclats d'obus firent trembler le SPD, mais le moteur continuait de hurler. Devant, la lumière du jour scintillait une ouverture de service ouverte des années auparavant par des voleurs de cuivre. Keating poussa l'accélérateur au-delà de la ligne rouge. Les moteurs hurlèrent comme des sirènes torturées. Ils jaillirent du tunnel sous un soleil aveuglant et froid, au bord d'un lac gelé, entouré de pins et de cabanes silencieuses en barre d'eau. C'était insolite après tant d'obscurité souterraine. Le SPD s'engagea sur un éperon forestier abandonné, enfoui sous les congères. Des relsins de la cellule canadienne attendaient avec des parkas camouflage, des traîneaux diesel et une antenne Starlink cabossée pointée vers l'ouest comme un radar pointé vers le destin. Le pouls de Nathan s'accéléra. Le combat dans le passage avait duré moins de 90 secondes, et pourtant, chaque pouce de son corps tremblait comme s'il était relié au réseau électrique national. Zoé vérifia qu'il n'y avait pas d'éclat d'obus, puis lui glissa la pochette de graines dans la main. « À ton tour, dit-elle. La liaison satellite est stable pendant 40 minutes. Montre-leur un miracle. » La cabine qui leur servait de station de liaison montante sentait la résine de pin et le silicium brûlé. Des mineurs retraités étaient penchés sur des ordinateurs portables fonctionnant sous des distributions de biens dépouillés. Nathan brancha le cristal de départ sur un port renforcé. L'index s'épanouissait sur les écrans sous forme d'animation fractale de réseaux de liquidité. Les fenêtres de commande crachaient des chaînes d'adresses autogénérées, chaque enveloppe étant scellée par consensus en moins d'une milliseconde. 1-1, des pings nodaux répondaient de Québec, de Saskatoon, d'avant-postes dont Nathan n'avait jamais entendu parler, Inuvik, Goose Bay, Whitehorse. Chaque poignée de main en faisait naître d'autres, se déployant comme des pissenlits emportés par le vent. Les fioles de résine que Magda déballait étaient scannées, hachées, enregistrées, prêtes à embarquer dans des convois de traîneaux des en ouest. Certaines traverseraient l'Arctique en dirigeable, d'autres navigueraient sous de faux manifestes à bord de chalutiers à morue islandais. En moins d'une heure, 82 nœuds formaient le cercle initial. L'essence, l'insuline, les produits frais, et même des produits de luxe rares comme le café colombien, commencèrent à s'inscrire dans les files d'attente des trocs plus vite que les algorithmes des bureaux ne pouvaient espérer les mettre sur liste noire. Nathan regarda la carte s'illuminer et sentit les larmes lui monter aux yeux non seulement du soulagement, mais une justification pour chaque feuille de calcul qu'il avait utilisée à des fins humanitaires. Derrière lui, les relsins applaudissaient à voix basse, quelqu'un sortit une flasque de whisky à l'érable, un autre tendit à Zoé une chope fumante de chicorée déguisée en café.
Puis la console de liaison satellite afficha « Haute priorité entrante ». Un nouveau hachage apparut, préapprouvé par le réseau, avec la légende « Greylock Prism KY ». Harmony Collins en personne. Lorsque Nathan ouvrit la charge utile chiffrée, une phrase unique défila à l'écran. Bishop, le bureau se déplace sur Grand Central. Il faut un protocole d'Eclipse. J'espère que Montréal aime la révolution. Il y avait un paquet de codes bien plus dense et bien plus dangereux que la graine du réseau. Le protocole Eclipse. Un kill switch capable d'anéantir l'échafaudage numérique restant du dollar s'il était exécuté sur les routeurs bancaires centraux de New York. Zoé lut par-dessus son épaule. Si on fait ça, on impose la parité au dollar ou Lattice, à vous de choisir. Magda fronça les sourcils. Les parités provoquent des révolutions. Bonnes ou mauvaises, tout dépend de qui saigne. Keating entra en boitant, le fusil fumant encore. Bishop, tu es prêt à appuyer sur « Exécuter » et à regarder Manhattan mourir de faim plus vite. Nathan fixait l'écran. Il voyait des foules à l'heure du déjeuner qui troquaient désormais des foulards de luxe contre du pain rassis, il voyait des salles de réunion où l'on stockait encore du Hennessy dans des carafes en cristal pour les cadres rédigeant des mémos de licenciement. Il voyait le convoi improbable qu'il avait amené ici, assemblé par des gens ordinaires risquant des balles pour faire passer la confiance au-delà des frontières que l'ancien monde avait déclarées interdites. Le treillis avait besoin de vide pour se développer, mais trop de vide et rien de vivant ne pouvait respirer. Il inspira l'air de la cabine chargée de fumée de pain, goûta la vodka à l'herbe de bison qui persistait sur sa langue et réalisa que la décision n'était plus théorique. Dehors, les rails grinçaient tandis que de nouvelles charges étaient fixées. Au loin, des traîneaux diesel se réveillaient en grondant tels des loups métalliques. À l'intérieur, tous les regards se tournèrent vers lui. Nathan tendit la main vers le clavier. Les doigts de Nathan planaient au-dessus des touches comme si le plastique pouvait brûler. Exécuter Eclipse ? Le curseur clignotait comme un métronome silencieux marquant les battements de cœur plutôt que les secondes. Autour de lui, la cabine bourdonnait, une douzaine d'ordinateurs portables s'affairaient à synchroniser les mises à jour, le sifflement sifflant des pots d'échappement des motoneiges dérivant à travers les bûches fissurées, le cliquetis du fusil de Keating tandis qu'il enfonçait des cartouches dans le tube. Zoé se pencha, la voix basse pour que lui seul puisse l'entendre. « Parité n'est pas synonyme d'annihilation », murmura-t-elle. Si le système du dollar s'effondre, l'œil du bureau s'effondrera avec lui. Mais les hôpitaux, les refuges, les retraites ? Ils sont déjà partis, dit Keating d'une voix rauque depuis l'embrasure de la porte. Le gouvernement n'a tout simplement pas envoyé le mémo. Magda tendit la main vers une caisse de fioles de résine et plaça une montre de poche en laiton entre elles. Plus que 5 minutes avant le prochain balayage en orbite basse. Après cela, Harmony ne peut garantir un canal propre. Décide, Bishop. Elle referma la montre et recula, ses bottes crissant dans la neige. Nathan se souvenait d'avoir lu des articles sur les étoiles supermassives, lorsque leur flamme de fusion consumait tous les éléments jusqu'au fer, l'effondrement se produisait dans le silence entre deux battements de cœur, la gravité surpassant la lumière. Un instant, une étoile, l'instant d'après, un trou noir où les lois changeaient de nom. Le protocole Eclipse consistait précisément à faire s'effondrer le noyau de fer d'une vieille économie pour en faire naître une plus lourde. Il n'était pas certain qu'Index soit assez brillant pour devenir le nouveau soleil, mais il avait déjà mis le feu aux poudres en survivant jusqu'ici. Il tapa 2 mots, attendre. Puis un point-virgule, commettre, mais ne pas exécuter. Un battement de cœur plus tard, il lança une commande de verrouillage, basée sur ses données biométriques et celles de Zoé. Eclipse nécessiterait les deux, aucune main ne pourrait à elle seule pousser l'humanité au-delà de l'horizon des événements. Zoé regarda le code se confirmer. Un éclair de soulagement passa dans ses yeux, du soulagement, mais pas de relâchement. Double détente, dit-elle. Bien. Maintenant, assurons-nous de vivre assez longtemps pour décider. Des Relsains les escortaient en amont du fleuve sur des traîneaux diesel qui frôlaient les affluents gelés tels des insectes aux ailes noires. L'aube canadienne se déroulait en couleurs violentes, violet là où le ciel embrassait la neige, doré là où la glace se fendait pour révéler une eau noire. Les tours de radiodiffusion le long du Saint-Laurent semblaient squelettiques, leurs câbles cernés de givre. Quelque part au-delà de l'horizon, Montréal palpitait, à moitié éclairé par des générateurs chinois de contrebande, l'autre moitié sombre et affamée. Pourtant, des rumeurs décrivaient la ville comme une nouvelle Alexandrie, des réfugiés échangeant des plans contre des tours hydroponiques, d'anciens chefs cuisiniers échangeant des recettes d'IA qui transformaient les lentilles en festins,
Des pirates informatiques créant des fragments d'index sur des boîtiers quantiques bricolés volés dans des universités fermées. Nathan était assis derrière le conducteur du traîneau, tenant dans ses bras une thermos de café instantané assez épaisse pour contenir une cuillère. Il observait Zoé en tête du convoi, la capuche de sa parka claquant sous le souffle, le téléphone satellite à l'oreille. Les Relsin roulaient, fusil en bandoulière, les yeux plissés par le vent des Pony Express modernes transportant non pas du courrier, mais des voies métaboliques vitales codées en mathématiques. À Pointe-aux-Chênes, une ville fantôme au bord de la rivière, ils firent le plein sous le chapiteau rouillé d'une station-service autrefois peinte en rouge vif. Les pompes avaient été éventrées, à leur place, des réservoirs en plastique trapu débordaient d'éthanol distillé à partir de maïs québécois. Nathan s'étira, les muscles à vif après des heures passées à s'agripper au banc de la gare. Keating s'approcha en boitant, fusil de chasse sur le dos. Montréal n'est pas un endroit sûr, avertit le pompier entre deux toux. Des agents du bureau sont déjà sur place, les passeurs new-yorkais paient 3 fois plus pour leur fournir des renseignements. Nathan versa un trait de Hennessy dans le café, un remède contre le rhume. Ils nous trouveront partout où Internet existe encore. Peut-être. Les yeux gris de Keating s'adoucirent. Mais choisissez votre champ de bataille. Les villes véhiculent le désespoir. Ici, le bruit est notre armure. Magda les rejoignit, tapotant une tablette qui projetait un maillage holographique de la croissance des nœuds. 82 sont devenus 130 du jour au lendemain. La plupart sont canadiens, mais nous venons de recevoir un signal de Duluth. Quelqu'un du Minnesota a creusé un tunnel à travers la panne. Montre-moi. Nathan se pencha. L'identifiant du nœud était Tironlac-Baforge. Un indicateur de métadonnées indiquait que l'opérateur échangeait des pièces mécaniques roulement à billes, servomoteurs récupérés dans des usines Caterpillar mises en sommeil. Un cœur américain toujours palpitant malgré l'embargo. Zoé s'approcha, son téléphone rangé. Iron Lake dit qu'ils ont 900 kg de roulement en acier de grade 6. En échange, ils veulent des produits lyophilisés et des antibiotiques. C'est une demande importante pour la confiance précoce dans le réseau, a déclaré Magda. C'est une déclaration, rétorqua Nathan. Il parie sur la réussite du réseau. Soit on les égale, soit on trahit les premiers utilisateurs. Keating exhala une vapeur blanche. On peut se passer des antibiotiques des caches du Nord, mais lyophilisés. Le stock le plus proche est à Baie-Saint-Paul. Alors, redirigez un traîneau. Le ton de Zoé ne suscita aucun débat. Magda haussa un sourcil. Vous autorisez les transferts maintenant ? Zoé regarda Nathan. Il hocha la tête. À cet instant, le commandement changea sans cérémonie, deux camps, l'encre séchant encore sur leur papier d'exil, dictaient désormais les itinéraires de ravitaillement qui pourraient déterminer si les petites villes mouraient de faim. Magda salua sèchement. Comme vous le souhaitez, Bishop et Tremblay. Bienvenue à la gouvernance ferroviaire. Elle s'éloigna pour réécrire les manifestes. Nathan laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Zoé lui offrit une demi-barre protéinée. Première leçon sur les réseaux de pouvoir informels, dit-elle en mâchant. N'exerce jamais une autorité si tu n'es pas prêt à te défendre. La défense, c'est des mathématiques, a-t-il répondu. Les mathématiques ont besoin de corps pour bouger. Il partageait un sourire qui ressemblait à un soleil emprunté. Le soir, le paysage urbain de Montréal se dessinait, une silhouette déchiquetée où les tours de bureaux faisaient clignoter des constellations de LED erratiques alimentées par des cheminées diesel sur les toits. Des baraques de réfugiés s'accrochaient aux bretelles d'autoroute, la vapeur des poêles à bois s'échappait comme des prières. Les escortes des convois allumaient leurs phares au rouge vif au cas où des tireurs d'élite du bureau les observeraient depuis des immeubles à moitié finis. Chaque pont traversant le Saint-Laurent arborait des drapeaux improvisés, des fleurs de lys brodées à côté de symboles menaçants, des feuilles d'érable peintes à la bombe avec des symboles Bitcoin. Relsin s'est dirigé vers un dédale de quais de chargement en béton sous ce qui avait autrefois été un centre commercial. À l'intérieur, les odeurs de piment, de solvants et d'échappements de générateurs se mêlaient. Des milliers de visages peuplaient l'ombre, des dockers somaliens dénudant des fils de cuivre, des infirmières philippines servant de la soupe, des mécaniciens inuits nettoyant des panneaux solaires de la taille d'un trampoline. Zoé annonça leur arrivée dans un français courant, les acclamations retombèrent comme des vagues déferlantes. Nathan la suivit sur une estrade en palette de bois hâtivement débarrassée de la sueur. Harmony Collins s'avança en boitant hors de la foule aux cheveux bruns aux reflets argentés, un bras en écharpe, le regard brûlant de férocité.
Elle avait échappé à la faillite de Grand Central en empruntant une cage d'ascenseur de maintenance, s'était cassé la clavicule dans la chute, puis avait fait du stop vers le nord dans la soute d'un bus touristique Mercedes reconverti pour les réfugiés. En voyant Nathan, elle eut un sourire de revenant. « Je pensais que tu continuerais à calculer les risques, dit-elle. Il la serra doucement dans ses bras, conscient de ses blessures. Le risque est obsolète. Harmonie se tourna vers la salle murmurante. Montre-leur. Nathan sortit la tablette Starlink de son sac. La carte entrée y pulsa, 753 nœuds actifs répartis sur 2 nations. Les couches de transactions défilèrent, des céréales pour l'insuline, des panneaux solaires pour les plants de pommes de terre, et même une simple batterie Mercedes vendue au prix de 3 bouteilles de Hennessy vieillies et d'une caisse de masque N95. Les applaudissements éclatèrent, non pas avec un tonnerre, mais avec des applaudissements réguliers et rythmés ou le son de gens désespérés osant croire. Mais la victoire avait un goût cuivré. Un éclaireur fit irruption, son manteau maculé de neige fondue. Colonne de patrouille aperçue sur l'autoroute 15 et SUV blindé, escorte de drones, arrivée prévue dans 30 minutes. Le chaos s'installa. Les enfants se rassemblèrent vers les tunnels souterrains, les dockers saisirent leurs fusils, Harmonie cria de nouvelles missions. Zoé attrapa Nathan par la manche. Ils ont tracé les signatures des convois. Ta semence est sur leur liste de cibles. Ensuite, on déplace la clé. Nathan désigna un ascenseur de service. La gâchette de l'éclipse est sur une fente. Si le bureau nous arrête, il n'en aura que la moitié. Keating, le bras en écharpe désormais, les rejoignit. Les voies de sortie s'effondrent d'heure en heure. Les vieux égouts alimentent le stade olympique. Les rails les retiennent, mais les tunnels sont inondés par forte pluie. J'ai entendu dire qu'il y avait de la neige fondue, murmura Harmonie en grimaçant en ajustant son écharpe. On va se débrouiller. Magda alignait des caisses de graines de résine près d'un chariot de transport. On ne peut pas évacuer les stocks. Mais on peut reproduire. Elle sortit un graveur laser de la taille d'une boîte à chaussures, déjà en marche. Imprimez des hachages sur des étiquettes en acier inoxydable, et dispersez-les comme des pissenlits. Le graveur projetait des étincelles écarlates sur des bandes de métal, chaque étiquette recevant un mnémonique cryptographique de clés privées liées à des portefeuilles froids. Des dizaines par minute. Des bénévoles les enfilaient sur des cordons, jetant des poignées dans le flot de l'Exode. Les enfants les portaient comme des plaques d'identité, les anciens les fourraient dans la doublure de leur manteau. Une diaspora codée dans l'acier. Nathan prit sur ses épaules un sac de bagages rempli d'étiquettes fraîchement imprimées. Zoé en prit 2 autres. Avec Harmonie et Keating, ils s'engagèrent dans un couloir de service éclairé par une unique lampe de secours. Derrière eux, le grondement des moteurs s'accentua, des wagons bureaux craquaient la glace. Les égouts sous Montréal formaient un labyrinthe plus ancien que la plupart de ces cathédrales. La fonte des neiges transformait les passages de béton en rivières jusqu'aux chevilles. Des lampes de poche creusaient des cônes tremblants dans l'air vicié. Quelque part au-dessus, des tirs automatiques crépitaient comme des grêlons sur de la tôle. Le groupe poursuivit son chemin jusqu'à ce que Zoé s'arrête à une intersection faiblement éclairée par des puits de lumière encastrés dans la rue. Elle consulta une carte dessinée à la main, griffonnée sur une brochure touristique de 1990. Ce puits mène à la tranchée ferroviaire de Pic-Jean, murmura-t-elle. On rampe sur un demi-mille, puis on monte à l'échelle jusqu'au parc Maisonneuve. De là, on se disperse. Keating toussa des gouttes de sang dans son gant. Je vais tenir l'intersection. Harmon ? Je ne suis pas prête à discuter, rétorqua-t-elle en appuyant son fusil contre le mur. Nathan s'avança. On ne laisse personne de côté pour des raisons symboliques. Zoé le fixa du regard. On les laisse pour acheter des minutes de duplication réseau. C'est à Keating de décider, pas à toi. Le pompier eut un sourire en coin. Je n'aurais jamais cru que des étudiants en finance seraient plus gradés que mes chefs de pompiers. Allez-y. Ils s'étreignirent les avant-bras, un rituel d'égale importance. Puis Zoé fit entrer Nathan et Harmonie dans le vide sanitaire, une gorge de béton se rétrécissant suffisamment pour les forcer à se déplacer du coude. Ils traînèrent derrière eux des sacs de sport, dont les étiquettes d'acier tintaient comme des carillons éoliens. Chaque frottement de tissu résonnait d'éternité. À mi-chemin, le tonnerre gronda derrière eux. Le tunnel trembla, la poussière s'abattit. Harmonie murmura un juron. Ils ont utilisé des thermobariques. Ce n'est pas interdit, croassa Nathan. Les tarifs douaniers ont détruit les traités avec eux.
Sa voix était brisée, mais elle continuait à ramper. Les minutes s'étirèrent jusqu'au traumatisme. Enfin, la lampe torche de Zoé frappa les barreaux métalliques. Ils s'élevèrent à un dans la neige argentée par la lune. Le parc Maisonneuve était silencieux, à l'exception des sirènes lointaines et du doux rugissement du vent dans les branches nues. Une grande roue, sombre sur le ciel, ressemblait à un halo brisé. Ils se séparèrent sans dire au revoir, Harmonie au sud, en direction du fleuve, Zoé à l'est, par les passerelles, Nathan au nord, jusqu'à en avoir les poumons en feu. Il se glissa dans une station de métro abandonnée, barricadant la porte vitrée avec un distributeur automatique renversé. À l'intérieur, des bandelettes d'urgence vacillantes projetaient une lumière jaunâtre. Il ouvrit le sac de sport, les étiquettes d'acier scintillaient comme des poissons écaillés. Sa main tremblait tandis qu'il ouvrait un carnet de poche et commençait à écrire des phrases de guérison en redondance pour redondance, névrosées mais nécessaires. Des parasites crépitaient sur une radio d'urgence murale. Un présentateur du bureau annonçait le lancement de l'opération Miséricorde monétaire, affirmant que des « financiers terroristes » avaient fait exploser des explosifs à Montréal, menaçant la stabilité nationale. Nathan laissa échapper un rire si amer qu'il lui fit mal aux côtes. De la poche de son manteau, il sortit la tablette Starlink, miraculeusement intacte. La carte des nœuds montrait des pings dispersés là où les relais de Montréal étaient passés en mode repli. Des icônes rouges marquaient les lignes mortes, des icônes vertes clignotaient là où les balises avaient déjà été scannées par des réfugiés munis de téléphones jetables. La croissance ralentissait, mais ne s'était pas inversée. Batterie à 10%. Une ombre passa dehors grande, la capuche de son manteau relevée. Nathan se figea, sa main s'approchant lentement du fusil bullpup posé sur des emballages de barres chocolatées. La silhouette frappa doucement. Bishop, murmura la voix de Zoé. C'est moi. Il écarta le distributeur. Elle s'y glissa, le souffle court. Keating, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Le chagrin, tel des fissures dans la glace, traversa son visage, mais elle se stabilisa. L'intersection a tenu. Assez longtemps. Ils s'accroupirent derrière le comptoir, partageant la chaleur résiduelle de la batterie de la tablette. Le signal biométrique d'Harmonie s'alluma un instant dans un quartier inconnu de la ville, puis disparut sous l'effet des interférences. La poitrine de Nathan se serra. Eclipse reste en sommeil, a-t-il déclaré. Zoé lui prit la main et appuya son pouce sur le capteur de la tablette, à côté de son empreinte. Le système accepta la double authentification et marqua les protocoles comme armés à verrouiller. Pas ce soir, murmura-t-elle. Mais un jour, l'air viendra à manquer. On décidera alors. Dehors, la neige recommença où des flocons paresseux flottant sous les lampadaires. Dans ce silence, ils ouvrirent la flasque de Hennessy, chacun sirotant une petite gorgée. Le liquide redonna vie à leurs joues engourdies. À travers la ville, des convois blindés ratissaient les rues où des enfants portaient désormais les clés en acier inoxydable d'un nouvel univers et où les commerçants échangeaient des roulements en acier contre de l'insuline, tandis que les bureaucrates rédigeaient encore des notes dans des devises qui n'étaient plus fiables. Nathan ferma les yeux. Il imagina un horizon des événements à un endroit où la lumière ne pouvait s'échapper puis imagina des mathématiques suffisamment puissantes pour transformer la lumière en possibilité. Quelque part au-dessus des tempêtes de tarifs douaniers et de blocus, les étoiles fusionnaient encore, indifférentes mais lumineuses. L'indice lui semblait une lumière d'étoile empruntée. Peut-être était-ce suffisant. Une explosion lointaine éclaira l'horizon en orange, mais la neige continua de tomber, indifférente, recouvrant à la fois les blessures et les graines. La semaine qui suivit l'évasion de Montréal avait un goût de limaille de fer et de diesel. Chaque lever de soleil s'accompagnait du cri métallique des drones du bureau mitraillant les rues désertes, mais chaque coucher de soleil trouvait le treillis plus épais, ses pulsations vertes encombrant les cartes Starlink comme de la mousse sur la pierre. Nathan et Zoé dormaient par tranches de 30 minutes dans un dépôt de maintenance abandonné du métro, leur couverture sentant la graisse des cieux, tandis que la voix d'Harmonie dérivait sur les ondes courtes comme un revenant tantôt depuis les sous-sols des silos des Laurentides, tantôt depuis un barrage hydroélectrique près de Trois-Rivières. Elle avait perdu son écharpe, boitait et se faisait désormais appeler Courrier Zéro, riant que les pseudonymes coûtaient moins cher que les armures. Le maire civil de Montréal implora publiquement Ottawa d'envoyer des troupes, Ottawa s'y opposa, invoquant la complexité juridictionnelle. En pratique, la ville se divisa le long du boulevard René-Lévesque, un territoire en treillis au nord, et une enclave du bureau au sud, entourée de barbelés. Les marchés reflétaient cette ligne de fracture. Dans les rues en treillis, un foulard Hermès permettait d'acheter 3 jours de produits frais,
dans les rues du bureau, le même foulard ne rapportait rien sans un tampon gouvernemental garantissant son authenticité et sa conformité. Les gens traversaient chaque nuit, échangeant leur souffle contre du pain. Chaque matin, l'inflation delta explosive des fonds fédéraux érodait un peu plus la conformité. Nathan observait ces graphiques à la lueur d'une lampe torche et sentait la clé Eclipse battre dans son sac comme une horloge engloutie. Le système monétaire ne s'était pas effondré, il pourrissait simplement, soutenu par des décrets exécutifs qui forçaient les commerçants à accepter du papier imprimé sous la menace d'une arme. Mais des rumeurs par-delà la frontière affirmaient que des comtés entiers du Michigan refusaient désormais totalement les bons du Trésor, fixant le prix des produits d'épicerie uniquement en céréales, en heures de générateur ou en crédit index émis sur des serveurs PayPal piratés ayant échappé aux premières saisies. Une rumeur affirmait que des ingénieurs de Tesla, près d'Austin, avaient redémarré leur ligne de production sur un compte séquestre, payant les fournisseurs en contrat à terme sur batterie plutôt qu'en dollars. Une autre rumeur affirmait qu'une série d'hôpitaux de Caroline troquait du liquide de dialyse contre des livraisons de surstock Louis Vuitton détournées, les qualifiant de « chute de survie » au marché noir. Le réseau avait besoin d'un peu d'air. Le bureau avait besoin d'une raison de cligner des yeux. Le protocole Eclipse promettait les deux, mais seulement s'il était déclenché au bon moment, à la bonne milliseconde, avec le bon récit prêt à combler le vide. Sinon, c'était une bombe à neutrons prête à exploser dans le compte courant de chaque retraité. Zoé lut les mêmes données, la mâchoire serrée à fendre les mailles. Il nous reste peut-être 2 semaines avant que Washington ne fasse adopter la 2e loi sur la monnaie martiale, elle rend le dollar non convertible et punit les partisans de l'alternative de 10 ans de prison. Après cela, le Lattice sera qualifié de sabotage économique par définition. Nathan ferma les yeux. On est déjà des saboteurs. La question est de savoir si on deviendra architecte. La décision se cristallisa lorsqu'Harmony apparut enfin en chair et en os, sortant d'un camion frigorifique empreint d'une odeur d'épinards fanés et de jurons en spanglish. La neige collait à ses bottes et la manche de son manteau était nouée là où une balle avait transpercé le tissu. Pourtant, son sourire irradiait la scène. 1 206 891, annonça TL en guise de salutation. Zoé haussa un sourcil. Des nœuds ? Confirmé ce matin. Les comptes américains sont désormais 2 fois plus nombreux que les comptes canadiens, principalement dans les villes de la Rust Belt. Ils sont prêts à changer de cap. Nathan sentit son pouce accélérer. Des centres urbains ? Cleveland, Buffalo, Détroit, dit Harmony en énumérant les noms sur ses doigts bandés. Détroit est cruciale chaîne d'approvisionnement automobile. Et devinez quoi d'autre ? Le Trésor veut saisir le hub fibre optique de Daytown demain à minuit 50. S'il y parvient, le trafic réseau à l'est du Mississippi sera ralenti pour atteindre l'accès commuté. Zoé déroula une carte ferroviaire et traça du doigt. Détroit abrite également le cluster mainframe redondant de PayPal, enfoui sous 4th Street. Nathan, nous y connectons Eclipse en ligne directe avec le routeur de la Federal Automated Clearing House et nous définissons nous-mêmes le chemin de conversion. Définir, répéta Nathan. Comme mettre en place des ratios de parité avant que le bureau ne puisse brûler les réserves. Harmony hocha la tête. Eclipse n'a pas besoin d'être un coupe-circuit. Nous pouvons le transformer en une fourche de la miséricorde, effacer les soldes institutionnels au-delà d'un seuil raisonnable, convertir tout ce qui est inférieur à 10 000 $ en crédit réseau à raison d'1 pour 1. Les petites entreprises survivent, les coffres des oligarques s'évaporent. Le Trésor peut hurler, mais la carte se réinitialise. Zoé exhala un souffle de condensation. Révolution par algorithme. Nathan fixa le sol froid jusqu'à ce que des fractales de chiffrement dansent dans sa vision périphérique. Nous aurons besoin d'un accès terrestre à Détroit, d'une liaison satellite en temps réel et d'une puissance de diffusion suffisante pour propager la bifurcation avant une contre-intrusion. Le DHS déploiera des brouilleurs, peut-être cinétiques. Le sourire d'Harmony s'élargit. C'est pour ça que j'ai emprunté un brise-glace. 3 jours plus tard, il descendait le Saint-Laurent à bord du MV Nordic Angel, un cargo des Grands Lacs désaffecté, modernisé avec des voiles solaires chinoises et une batterie Tesla longue comme 3 autobus. La neige piquait comme de la grenaille. Les marins bénévoles portaient des blousons de course BMW d'occasion sous des gilets de sauvetage orange, échangeant des anecdotes sur les barbecues familiaux désormais alimentés par du bois dur récupéré sur des ponts de banlieue autrefois impeccables. Sous le pont, Harmony et Nathan trimaient sur des ordinateurs portables durcis, à l'intérieur d'une cage de Faraday improvisée, construite à partir de panneaux de porte Mercedes soudés dans une boîte en forme de cercueil.
Zoé passa la majeure partie du voyage à la surface, à calibrer les antennes Starlink pour échapper aux listes noires de géorepérage. À minuit, elle descendait avec des bouteilles de Hennessy de contrebande, rationnées dans des verres à shot en acier pour éviter les engelures. Les conversations radiophoniques ont dépeint un continent en train de se fissurer, les supermarchés de Dallas n'acceptant que le troc, les torréfacteurs de Seattle échangeant des sacs de grains contre des panneaux solaires sur leurs toits, les retraités de Floride bordant les autoroutes avec des pancartes « à vendre », griffonnés au dos de sacs à main de créateurs. Trump intervenait chaque soir sur Patriot Vision, promettant un « accord international de restitution » dès que le Canada et le Mexique se souviendraient de leur place. Chaque discours a fait baisser les obligations du Trésor et aggravé l'hyperinflation. Et pourtant, au plus profond des veines de la chaîne d'approvisionnement, des nœuds en treillis se sont clonés comme des cellules souches. Ils jetèrent l'ancre au large de Windsor sous une lune ébréchée. Des convois de traîneaux diesel les transportèrent en silence sur le fleuve gelé, leurs phares rivés aux fentes. À Détroit même, les usines se dressaient telles des titans d'acier figés en plein mouvement. Des fresques murales parodiaient les tarifs douaniers avec des caricatures grotesques de cargos étranglés par la bureaucratie. Pourtant, la vie battait son plein, des bazars de ruelles vendaient des portefeuilles en acier inoxydable fraîchement imprimés, des serres d'entrepôt luisaient de violet sous des plateformes LED alimentées par des nœuds PayPal bricolés. Le bunker de Fort Street se trouvait 10 étages sous terre, sous ce qui avait été autrefois un élégant bureau de FinTech. Ses portes tournantes étaient désormais barricadées avec des quartiers de transmission provenant de bus Mercedes abandonnés. À l'intérieur, d'anciens ingénieurs de PayPal, armés de carabines bullpup, les guidaient à travers des couloirs sombres légèrement parfumés par du gel hydroalcoolique Louis Vuitton périmé, reconverti en désinfectant. Nathan reconnaissait ses anciens collègues à leur voix, et non à leur visage, ils portaient tous des lunettes de soudage pour déjouer les caméras biométriques. La cathédrale du mainframe semblait à la fois ancienne et nouvelle, des rangées de tours de rack bourdonnaient de GPU rafistolés volés à des fermes de cryptographie. Harmony démarra le Stube Eclipse sur une lame mise en quarantaine. Zoé lança la routine Merci Fork, un code qui ressemblait à un loup en robe de moine, des mathématiques sauvages enveloppées de sommes de contrôle éthique. Nathan initia la prise de contact avec la dorsale de la Federal Clearinghouse. La latence grimpa en flèche tandis que les pare-feux du bureau se hérissaient, scannant. 4 minutes, murmura Zoé. Après, ils découperont la fibre avec des charges creuses. Harmony activa la redondance Starlink, les faisceaux se superposant aux stations terrestres canadiennes. Des parasites grondaient tandis que les conditions météorologiques perturbaient la bande passante. Nathan saisit les derniers paramètres, plafonner les comptes au-dessus des seuils à 7 chiffres avec un taux de survie de 0,1, convertir les soldes inférieurs à 10 000, 95% payables en réseau, 5% en crédit transitoire échangeable contre des importations essentielles une fois les frontières rouvertes. Il jeta un coup d'œil à Zoé, elle apposa son empreinte digitale à côté de la sienne. Double détente armée. Dehors, des explosions tonnaient, des drones du bureau bombardaient le pont de West Fort Street pour en couper l'accès. Les sapeurs verrouillaient les portes blindées. Par interphone, une voix cria que des SUV Mercedes blindés avaient forcé le parking de niveau 2. Des coups de feu résonnèrent dans les conduits de ventilation. Le visage d'Harmony resta impassible tandis qu'elle commençait à compiler les données de sécurité, la sueur perlait sur son front. Compilation terminée. Exécuté. Oren clignotait sur les écrans. À vos marques, dit Zoé, le palais ayant un goût de cuivre. Nathan sentit l'histoire lui serrer les poumons. Il appuya sur « Y ». Les sirènes se sont tues en plein hurlement. Les écrans ont été inondés de journaux de conversion défilant, fête de New York, fête de Chicago, fête de Dallas. Chaque institution a été alertée, a tenté un rejet, a échoué à la vérification cryptographique, a enregistré de nouvelles adresses de registre. Les agrégats M2 en dollars ont chuté dans les graphiques en temps réel, s'effondrant comme des câbles d'ascenseur. Dehors, les coups de feu s'intensifièrent, puis cessèrent. Un silence de mort emplit le bunker. La dorsale fédérale s'éteignit, les serveurs d'authentification du Trésor crachèrent des erreurs de somme de contrôle et des certificats expirèrent. Le cœur de fer du réseau du dollar s'effondra silencieusement, la dette gravitationnelle implosant sur elle-même. Mais de petits soldes personnels se rematérialisèrent dans des portefeuilles en treillis quelques secondes plus tard, Amanda J. à Boise, $782 convertis, Lorenzo K. à Newark, 3000 cents, la clinique des Sœurs de la Miséricorde à Bâton Rouge, 9890. Harmony laissa échapper un rire qui ressemblait à un sanglot. Ça tient. Zoé a déclenché une diffusion à bande étroite, tous les nœuds confirment Merci Fork.
mise à jour du signal Delta T plus 30 secondes. Les réponses ont afflué, Cleveland, Duluth, Montréal, Austin, Portland vers partout. Un bang lointain souleva la poussière du plafond, les générateurs de secours vacillèrent. Mais les lignes de commandement du bureau perdirent leur cryptage, les forçant à recourir à l'analogique. Sans compensation centralisée, les cartes de paie blindées devinrent du plastique décoratif. Les agents à l'extérieur découvrirent que leur prime de risque avait disparu, rognée par l'horizon des événements de leur propre monnaie. Nathan fixait le globe en treillis, maintenant d'un éclat émeraude, une constellation à 1 million de nœuds. Les larmes brouillaient les chiffres. Zoé lui prit la main. Harmony glissa au sol, riant de l'absurdité de la survie. 3 jours plus tard, les marchés rouvraient non pas l'ancienne bourse de New York, mais des places en plein air où l'on imprimait des QR codes sur des imprimantes à jet d'encre délabrées et les agrafait à des caisses de fruits et légumes ou à des bobines de câbles. Le pétrole restait rare, mais l'éthanol se déplaçait là où il était nécessaire. Le café faisait son retour au compte-gouttes, s'échangeant à 7 onces contre une pile à combustible stérilisée de la taille d'un pouce. Dans l'Ohio, les mères de famille cessèrent d'échanger des foulards Hermès contre du pain, car le prix du pain était à nouveau exprimé en calories, et non en panique. Un bar de quartier de Détroit acceptait les paiements en micro-actions de coopératives agricoles, son enseigne au néon affichait « NSI, froid, de crédit ». Les ateliers de réparation Mercedes échangeaient des pots catalytiques contre des murs électriques Tesla remis à neuf, les panneaux de carrosserie BMW devinrent des garanties privilégiées pour les constructeurs qui rénovaient des quartiers délabrés. À la frontière canadienne, le Premier ministre Patel a énoncé une évidence, le blocus est sans importance, le commerce l'a déjà franchi. Les coopératives mexicaines ont négocié directement avec les syndicats céréaliers des Grands Lacs, en utilisant le système de séquestre et l'assurance des convois via Relsin. Pékin a qualifié la bifurcation de « terrorisme économique », mais les villes côtières chinoises ont discrètement ouvert des portails du dark web pour échanger des panneaux solaires excédentaires contre du soja du Midwest. Trump est réapparu sur Patriot Vision, le visage pâle, dénonçant les « élites technologiques traîtresses », alors même que les bulletins d'information faisaient état de démission du Trésor, de refus d'intervention du Pentagone et de la fuite de son propre conseiller juridique au Paraguay. L'émission a été interrompue en plein milieu d'une phrase suite à une panne du générateur de la chaîne, le diesel retenu par les fournisseurs est désormais facturé exclusivement en crédit réseau. Nathan observa cette dernière lueur dans une ancienne clinique de Détroit, où l'air chauffé par le soleil embaumait une légère odeur de désinfectant et d'optimisme. Harmony s'appuyait sur une béquille à côté d'une infirmière qui échangeait des boucles de ceinture Louis Vuitton contre des ampoules d'antibiotiques. Zoé se tenait devant une fenêtre défoncée, la lumière de la neige éclairant son visage, sirotant un café de contrebande. Il s'approcha avec 2 tasses en émail de NSI diluées dans une tisane, une économie liquide en microcosme. À la parité, a-t-il dit. Zoé toucha des tasses. À la liquidité. Harmony leva sa béquille comme un sceptre. Vers un monde où les mathématiques tiennent leurs promesses. Dehors, les lumières de la ville clignotaient en continu non pas des néons excessifs, mais des rangées pratiques de bandes LED alimentées par des panneaux de toit. Un convoi de berlines BMW rénovées défilait, leur mal chargé de semences destinées aux fermes sur les toits. Des enfants patinaient sur une patinoire aménagée à l'ombre d'un showroom Tesla en sommeil, leur rire plus fort que des sirènes. Le ciel d'hiver sans étoiles ne brillait pas grâce à une fusion céleste, mais grâce à 1 million de LED terrestres fleurissant comme des constellations à l'envers, preuve que même la lumière pouvait apprendre de nouvelles routes une fois libérée de l'ancienne gravité. Nathan prit une autre gorgée, la chaleur envahissant sa poitrine, et sentit Eclipse s'effacer dans le code d'arrière-plan désormais endormi, gardien plutôt calme. L'index bourdonnait dans chaque téléphone, chaque ticket de troc, chaque étiquette en acier inoxydable polie par des doigts anxieux. Quelque part, le nom de Keating gravé dans le béton du tunnel ferroviaire rappelait au réseau le prix du sacrifice. Et quelque part au-delà du blocus, les flottes mondiales reconsidéraient les bénéfices de l'isolement, observant une nouvelle monnaie née de rien d'autre que du courage et de froide mathématiques. L'histoire les dépasserait tous, portés par les rails, les rivières, les satellites et le souffle humain. Ce n'était pas fini, le changement ne l'est jamais, mais l'avenir contenait désormais un calcul qu'aucun tarif ne pouvait aborder.